Bonjour, bonsoir. Voilà, j'espère à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. On est de retour pour une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on est sur un sujet lourd, très lourd. On parle du cancer. Vous savez déjà, on a déjà fait 3 vidéos sur le sujet de la santé. Si vous êtes nouveau ici, c'est un nouveau concept. Je réagis à des vidéos qui sont faits autour de thèmes bien précis. En général, c'est plus des thèmes de santé par des professionnels de santé. Donc là, aujourd'hui, on a un docteur spécialisé dans les tumeurs du cerveau, d'accord, cancer du cerveau, mais qui a mis en évidence certaines choses qui, je pense, pourraient nous intéresser en tant que Martiniquais, en tant qu'Antillais, en tant que Guadeloupéens, en tant qu'Antillais en général, qui subissons en fait les effets du cancer. On revient avec The Diary of a CEO, ça nous avait manqué. On est sur un docteur qui a bouleversé un peu, chamboulé un peu les façons de voir les choses, la façon de voir le cancer. Il faut savoir qu'après cette interview-là, après cette vidéo-là, la BBC a fait tout un reportage sur Stephen Barclay, qui est l'intervieweur, en disant que c'était dangereux, qu'il mettait en avant des propos qui pourraient biaiser les gens, surtout les personnes qui subissent, qui sont atteintes par le cancer. C'est pour vous dire tellement que, en fait, ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes sur le sujet. Attention, le but de ces vidéos, c'est pas de dire la médecine traditionnelle contre la médecine si, on n'est pas là pour ça. C'est là pour vous permettre peut-être d'avoir de nouvelles façons de voir les choses, ou si vous vous subissez le cancer, vous avez des membres de votre famille qui subissent le cancer, peut-être apporter de nouveaux éclairages, et après allez faire vous-même vos recherches, et bien sûr allez voir la vidéo parce qu'elle dure 1h56, vous mettrez les sous-titres et on est parti. Enfin bref, trêve de bavardage, on va rentrer d'abord, je vais vous faire les introductions, vous savez déjà, je vais vous mettre les parties et on va débriefer ensemble. Alors je ne vais pas vous mettre les 1h et quelques de vidéo, et en plus le monsieur là, il part un petit peu dans tous les sens, donc c'est un petit peu compliqué à suivre toute la vidéo. Donc je vais essayer de vous faire vraiment des choses bien synthétisées pour que vous puissiez comprendre le plus important. J'ai regroupé ça, je pense, en 4 ou 5 parties où il y a les informations qui sont les plus importantes. Voilà, c'est parti. Appuyez sur play. Je fais un parallèle avec la Martinique précisément. Il faut savoir que d'abord, c'est Fred, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le docteur. Il dit clairement qu'en fait, le cancer n'est pas inévitable, que c'est quelque chose qui peut se guérir et qu'on pense connaître les causes, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Et c'est lié à le métabolisme et la façon de vivre. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des solutions qui peuvent être préconisées. Et dans cette vidéo, il va montrer des exemples de solutions, des nourritures, des ci, des ça, qui peuvent permettre de réduire, voire faire disparaître le cancer. Alors bien sûr, il y a différents types de cancers, donc ça fait le parallèle avec la Martinique et les Antilles en général. Il faut savoir qu'en Martinique, le premier cancer, c'est le cancer de la prostate. Ensuite, on a le cancer du sein. On a d'autres cancers comme poumon, côlon, etc. Mais le premier, et même je crois que c'est en France, c'est vraiment le territoire qui a le plus de cancers en mètre carré. C'est la Martinique et c'est la prostate. Voilà. La prostate, on la doit à notre cher ami chlordécone. Ça a été prouvé, le rapport entre prostate et molécules, donc en chlordécone, hein, perturbateur endocrinien. Donc malheureusement, on est sur un territoire qui a de plus en plus de cancers, mais il n'y a pas que le chlordécone qui nous crée des cancers, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cancer is very preventable. When the medical establishment acknowledges what I know about this disorder, what's causing it, and what we're not doing to prevent it or treat it, it will be recognized as the greatest tragedy in the history of medicine. Thomas Seyfried is a professor of biology, genetics, and biochemistry who has dedicated the past 30 years gathering scientific evidence on what could be the true origin and prevention of cancer. Cancer is getting worse, and there's no major advance in reducing death rates, and I can speak to the reasons for that. All major cancer research centers think cancer is a genetic disease. You believe otherwise? It's not whether you believe, it's what the data tell us. And the evidence is massive to support that cancer is a metabolic disorder. And the problem is we're doing everything we possibly can in our lifestyle to induce it.
The scientific evidence is there. Like, for example, we know that cancer was extremely rare in African tribes that were living according to the traditional ways. But when modern lifestyle entered into their societies, cancer out of control. We even did a study on dogs. We know that wolves in the wild don't die from cancer, but cancer is the #1 killer of domestic dogs. Why? It's because of our lifestyle issues. And a lot of us are doing things without the knowledge that it would put us at risk. But with metabolic therapy, you can use it as both a prevention and a treatment. And we're seeing more and more of terminal cancer patients outliving their predictability because of this. And let me tell you one thing, and remember it. If you do metabolic therapy, you can actually reduce risk for cancer. Alors, You can take away the fear. And when you say metabolic therapy, tell me what those things are. Number film one, hollywoodien. Donc là, comme je vous ai dit, je vous ai regroupé ça en plusieurs parties. Donc il faut savoir que là, déjà dans l'introduction, vous avez à peu près l'idée générale. C'est-à-dire que lui, il pense vraiment que ce n'est pas génétique, ce n'est pas quelque chose qui est ancré en nous, que c'est pas parce que votre maman, votre papa, votre soeur, votre frère a eu forcément un cancer que vous allez avoir un cancer. Pour lui, il part du principe que c'est dit métabolique. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça plus simple parce que même moi, j'étais comme ça devant la vidéo en mode « hein ». C'était quand même assez compliqué parce que là, on parle avec des termes très médicaux, très scientifiques. Il essaye d'expliquer les choses le plus simplement, mais même lui, des fois, c'est lourd à expliquer. Donc, j'ai essayé de vous faire ça vraiment le plus simplement possible. On va avancer un peu dans la vidéo. Je vais vous montrer les parties qui, pour moi, qui ont le plus de résonance. D'accord? Et vous allez voir que, ben oui, effectivement, sa théorie, elle n'est pas si folle que ça. what the American Cancer Society has done, and it's published in their papers. Okay, if we didn't stop smoking in the 90s and everybody continued to smoke, the trajectory would be very, very high. Because we stopped smoking, we have 33% lower death than if we didn't stop smoking. But the trajectory is continuing to increase, maybe not as steep as it would have been had we continued to smoke. So it was clearly a prevention. It had nothing to do with a treatment. It had to do with prevention that was giving we've made major advances in reducing cancer death rate. Yeah, because people stopped smoking. For many, many people, more people would have died had they not smoked. So we have people that are not real people. We're just looking at what would have happened if we didn't stop smoking. What are the leading causes of death worldwide in terms of diseases? I hear that heart disease is number one. I think heart disease is number one. Cancer is number two. Okay. And there are many different types of cancer, right? I heard there's hundreds of different forms of cancer. If you look under the electron microscope, or a correction, even the light microscope, this is how most cancers are diagnosed, by light microscopy. You look under the microscope and you see a bunch of cells that are dysmorphic in the way they look, and then they all have genetic defects and all this kind of stuff. But they all have one thing in common. They depend on a fermentation, energy without oxygen. So all cancers are a singular type of disease. It's just that they happen in different tissues. But when you look at the underlying problem, they're all very, very similar. They can't live without a fermentation, which means energy without oxygen. So that's the common pathophysiological problem in all cancers, whether it's a colon, brain, breast, bladder, skin, lung. Dans cette partie-là, déjà, we've looked at la all these première cancers, partie, and they're all essentially using the same mechanism. Coupé parce que il parle de la cause de mortalité. Le premier cancer aux États-Unis, c'est le cancer du lungs, donc c'est les poumons. Parce que c'est lié au fait de fumer. Donc vous avez vu sur la courbe qu'il a montré, en fait, il explique qu'ils ont essayé de réduire le fait que les gens fument, donc que ça soit en augmentant le prix de la cigarette, que ça soit en faisant, comme on a en France, vous savez, des publicités sur les paquets, mais ils n'ont pas retiré la cigarette en tant que telle, ils ne l'ont pas interdite comme on a pu le voir sur nous, certains produits naturels chez nous. Enfin bref, on ferme la parenthèse sur ça. Et en fait, il explique que même si la courbe, elle continue quand même à monter, en fait, il n'y a pas eu une décroissance complète, il y a quand même eu une croissance, c'est juste que ça a juste diminué de 33%. Et il explique que si les gens avaient continué à fumer, en fait, il y aurait bien sûr plus de morts, mais là, parce qu'ils sont diminués la fumette, il y a juste eu 33%. Mais la courbe continue à monter. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas cherché une solution au cancer et aux
au fait de diminuer le cancer des poumons. Ils ont juste mis des préconisations. Donc en gros, au lieu de soigner vraiment le problème, ils ont juste essayé de temporiser. Vous allez voir après qu'il a une idéologie bien précise du système, entre guillemets, et comment le système au final se nourrit du cancer en général, le côté très pécunier, plutôt que de vraiment régler le problème une bonne fois pour toutes. Maintenant, dans la deuxième partie de la première vidéo que je vous ai montrée, vous voyez qu'il parle de quoi se nourrit la cellule cancéreuse. Et c'est ça qui est très important parce que c'est ce qui va découler toute son explication sur le reste de la vidéo. C'est-à-dire que la cellule cancéreuse, en fait, que ça soit du cancer, en ce qu'il explique, du cerveau, du poumon, du sein, de la prostate, de peu importe sur le corps, elles se ressemblent toutes et elles ont quelque chose en commun, c'est par quoi elles se nourrissent en fait. Qui ça y a à manger? C'est vrai, on ne s'est pas posé la question. Qu'est-ce qui nourrit un cancer dans le corps? C'est quoi qui nourrit ces cellules cancéreuses, cet être qu'on n'a pas envie d'avoir à l'intérieur de nous? De quoi il se nourrit? Et en fait, lui, il explique que ça se nourrit de la fermentation de molécules en fait de notre corps. Et c'est là où on rentre un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui fermente? Et qu'est-ce qui les nourrit vraiment, en plus de la fermentation? That fermentation you mentioned. Fermentation is energy without oxygen. What does that mean? We breathe air and we exhale CO2 and water vapor. And those are the waste products of the food that we eat. Everything is broken down and combusted in our mitochondria of the cell. And the waste products are CO2 and water vapors. Those are the waste products. But if you and I were to stop breathing for any particular time period, our bodies would fill up with lactic acid and succinic acid, like if we were to have a heart attack or when somebody has a heart attack. They don't die instantly. If they're there for 5 or 7 minutes without oxygen, they may die because the brain dies. But if you can get the heart to beat again and get oxygen back in the system, you can come alive again. But when we have that massive interruption of oxygen into our body, the cells fall back on they immediately turn on these ancient pathways to get energy without oxygen for a short period of time. And that's the sugar glucose, which is already in our bloodstream from the food we eat, and the amino acid glutamine, which is an amino acid in our bloodstreams. Highest level of amino acid is the glutamine. These two fuels are now burned for energy, obtain energy without oxygen. These pathways upregulate, and you can get ATP, which is energy, to keep you alive for a short period of time. But your bloodstream is filling up with the waste products called lactic acid and succinic acid. Lactic acid is coming from glucose, the sugar, and succinic acid is coming from the amino acid glutamine. And they build up, and that tells you you're fermenting. You're getting energy without oxygen because you're not breathing. Very simple. You're not breathing, but I'm not dead yet. Now, of course, if you don't get it for very long, you die. It's just that. Now, the other way you can stop oxygenation in our bodies quickly is with the poison cyanide. So if we, God forbid, we were to take cyanide, we'd be both dead within a minute. We'd just because our bodies are completely shut down of energy from oxygen. Now, here's the cancer cell. The cancer cell can live in cyanide. The cyanide does not kill a tumor, okay? Otto Warburg showed this a long time ago, and we've also shown the same thing in our lab. Others have shown this. The interesting thing is when you look at cancer cells, even in the presence of oxygen, even in oxygen, they're throwing out lactic acid and succinic acid. What does that mean? That means the organelle inside the cell that generates energy is not efficient. It's inefficient. And the cells are using ancient fermentation. And when I say ancient fermentation, you have to realize the Earth is 4.5 billion years old. The organisms that existed on our planet 2.5 billion years ago were all fermenters. There was no oxygen in the atmosphere until the photosynthetic bacteria started making oxygen. There were living cells. They had no oxygen. And they were growing like crazy, unregulated growth, just what's going on here? And they would die as soon as the fermentable fuels were dissipated. As they gobbled up everything, they would just die. So they lived as long as they could reproduce and have fermentation fuels.
The cancer cell in our Ok. body is Alors, doing nothing là, than on est falling entré back dans le on vif these du sujet. Le ancient truc peut être un peu fermentation compliqué. Je vais pathways essayer de rendre that ça le become plus simple possible. En gros, comme on a vu, il explique là sur cette partie comment ça fonctionne. C'est quoi le pas d'oxygène, les cellules, etc. Il faut juste retenir que les cellules cancéreuses, elles vont se nourrir qu'est-ce qui va les exciter, on va dire, c'est deux choses, glucose et glutamine. C'est ces deux choses-là. Et en fait, il a remarqué que ces cellules peuvent prospérer dans un environnement sans oxygène, malgré qu'il y ait de l'oxygène. En fait, ça refait un peu. Il donne l'exemple à l'ancienne, avant même nous, quand la Terre commençait à se créer et qu'il n'y avait pas d'oxygène à l'extérieur, il y avait déjà des cellules, donc les scientifiques l'ont prouvé, il y avait déjà des cellules qui proliféraient et en fait elles faisaient exactement le même processus que les cellules cancéreuses, c'est-à-dire qu'elles proliféraient extrêmement vite dans un environnement qui n'était pas forcément adéquat, dans lequel on n'aurait pas pensé que des cellules puissent se reproduire aussi rapidement. Elles se reproduisent malgré le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène. Je le répète, les cellules cancéreuses, donc ce que le docteur met en avant là, c'est que ces cellules, nos cellules, les cellules cancéreuses, se nourrissent de ces deux choses-là. Si elles n'ont pas ces deux choses-là, en général, c'est ce qui va venir juste après, elles arrêtent de grossir et stagnent. Donc en fait, là, c'est quand même assez intéressant. Et je parle encore une fois de mon point de vue, de mon ressenti par rapport à cette vidéo. Et lui aussi le dit, on essaye de juger personne, on essaye de dire à personne quoi faire. C'est juste une constatation. C'est qu'au final, sa théorie est quand même assez intéressante parce qu'il ne dit pas ça comme ça. Hein. Il a fait des études, il a comment on appelle ça? C'est pas un cabinet, mais bon, vous avez compris, il fait ses études scientifiques et il y a plusieurs cas qui prouvent qu'en fait, sa théorie tient la route et que c'est ça. Donc au final, vous avez des personnes comme ça qui prouvent par A plus B que en fait, le cancer, c'est pas si complexe que ça et que ça pourrait faire des années qu'on peut guérir en fait. Puisque si on sait que ces cellules-là se nourrissent de ça, lui, ce qu'il dit, et ce qu'on va voir dans la prochaine partie, c'est autant ne pas leur donner à manger. Enfin, je sais pas, c'est le plus simple. Il faut réduire l'apport de glutamine et de glucose. C'est ça, je crois que c'était les deux machins. Bref, on va voir la suite, parce que ça devient intéressant là. Are you ready? Brace yourself. Are you ready? I'm ready, I think so. Are you braced? Are you braced? Sufficiently braced. He's sufficiently braced. Okay. So a solution to the cancer problem, to manage cancer without toxicity, is to simultaneously restrict the two fuels that are needed to drive this dysregulated growth while transitioning the whole body off to a fuel that the tumor cells can't use, which is fatty acids and ketone bodies. So when we take the cancer patients or the mice, we put them into a calorie restriction, lowering the blood sugar, that I said is 1/2 of the two fuels. You can lower that down really, really low. And then we use specific drugs to target the glutamine. And together we can selectively restrict the two fuels while we transition the whole body over to ketones. We, as a species, evolved to be in nutritional ketosis for the majority of our existence as a species, like 1.5 million years. For centuries and centuries, thousands and thousands of years, our species, you and me, our ancestors, were always in a state of nutritional ketosis because there was very few carbohydrates in the environment for them to be consuming, right? So the cancer cell, the body, you and I could, if we stopped eating and we took a low carbohydrate diet and just did water only fasting, we would get into nutritional ketosis, where the normal cells, our brain, our kidneys, our heart, can be burning these ketone bodies because they have a good mitochondria and they can burn these fuels effectively. The tumor cells have a bad mitochondria. They can't burn those fuels. They're dependent on glucose and glutamine. We can replace glucose and glutamine with ketone bodies in the normal cells of our. So we selectively marginalize these tumor cells slowly over time. They slowly start to die, the blood vessels disappear, and the body comes in and dissolves them. So for someone that has never heard the term keto before, ketosis or ketones, in a simple way, what are ketones? Ketones are water-soluble breakdown products of fatty acids, okay? They're beta-hydroxybutyrate, acetoacetate. These are small molecules that are water-soluble. The liver
throws them out like crazy. Kidney a little bit, but mostly liver. So as I told you earlier, when we don't eat, you get anxious, mainly because our brains are addicted to glucose. It's like cocaine and nicotine and whatever. You start getting all antsy. I haven't eaten anything, what's going on? So then once the body realizes you ain't going to eat anything, we have to start mobilizing out of our fat resources. And the fats go into the bloodstream as triglycerides, which are 3 fatty acids attached to a glycerol backbone. They go to the liver. The liver chops them up and puts out these little water-soluble ketone bodies. The name ketone body is kind of a weird thing from biochemistry, but they're called ketone bodies. And they can supply the brain with energy, the heart with energy. And not only that, they're a super fuel. It's unbelievable. That mitochondria burns these ketones, okay, but their energy, remember I was talking about how energy efficient the mitochondria become? When they burn ketones, they become even more energy efficient. It's unbelievable how they don't need as much oxygen to generate more energy. That's why my colleagues called, and some of the greats in the biochemistry field called them super fuel, because you can get more energy, bang for buck, burning a ketone body than you can burning a pyruvate coming from glucose, or even a fatty acid. And the biochemistry for that is interesting. But the bottom line is, when you transition away from these fuels to don't forget, we evolved. Our ancestors were always in a state of ketosis. You get into that state by consuming very few carbohydrates and having a lot of energy. And this is the way our ancestors were. So what can we learn from our ancestors about cancer? Il parle avec des grands mots, je vous ai dit, compliqués, il parle un peu dans tous les sens et c'est un peu difficile à suivre, mais je vais essayer de vous synthétiser ça. En gros, il parle du ketone, donc il serait le cétose et on va dire alimentation ancestrale. En gros, je disais, cette façon de se nourrir, en fait, il lui a demandé c'est quoi, il a parlé avec des termes très scientifiques, mais en gros vers la fin il explique, c'est la façon que se nourrissaient nos ancêtres en fait. Donc quand je dis nos ancêtres, c'est même pas nous, les gens qui étaient là avant nous, c'est à l'ancienne. Je parle de chassage de mammouth et compagnie, tu vois. Donc ils étaient vraiment très très actifs et ils mangeaient déjà très peu. Ils fastaient, puisqu'il y avait des périodes où ils ne pouvaient pas manger tout de suite. Ils buvaient de l'eau et c'était des aliments qui étaient disponibles là où ils étaient. On en a déjà parlé sur des vidéos, que ce soit sur les plantes médicinales ou autres, de manger ce qui pousse autour de chez vous. Et ces aliments sont plus facilement ingérables, on va dire gérables dans l'organisme. En gros, ce sont des bons aliments, ce sont des bonnes molécules qui vont nourrir en fait les bons soldats, on va dire, dans votre corps, comparativement au glucose et à l'autre. Donc le glucose, c'est le sucre, donc c'est tout ce qui est aujourd'hui avec l'industrialisation. Ça nourrit en fait ces cellules cancéreuses. Donc ce qu'il explique, c'est qu'à l'ancienne, on n'avait pas ce genre de molécules, donc les molécules transformées, glucose, fructose, etc. Ou alors en très peu, si je ne veux pas te dire de bêtises, je ne suis pas scientifique, mais que l'alimentation à l'ancienne, en fait, si on va juste faire les cétones, c'est super aliment, d'accord, qui va nourrir les bonnes cellules, comparativement à glucose et l'autre qui vont nourrir les mauvaises cellules. Donc en fait, les cellules cancéreuses ne peuvent pas se nourrir de cétose, d'accord. Elles dégénèrent parce que ce que vous mangez va nourrir votre corps dans son entièreté, va nourrir vos organes, va les rendre plus forts, mais ne va pas nourrir parce qu'ils ne sont pas capables de digérer ces cellules-là, les cellules cancéreuses. Voilà, j'espère que ça fait du sens là. Ensuite, en fait, il va venir appuyer cette théorie en montant des recherches sur les peuples anciens, surtout des tribus africaines où il y avait pas ou voire très peu de cancer et que le cancer s'est développé, il y a eu une explosion en fait de cancer et surtout on le voit aujourd'hui parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a un cancer proche de nous, que ce soit de la famille ou pas, mais on a tous quelqu'un dans notre entourage qui connaît quelqu'un, nous-mêmes directement on connaît quelqu'un qui a un cancer. En fait, il explique que le mode de vie actuel, donc l'industrialisation, le fait qu'il y ait du sucre partout, le fait que en fait
on n'a pas cette impression, on a cette impression qu'il faut qu'on mange tout le temps. Et ce qu'il explique, c'est qu'à l'ancienne, en fait, on était dans ce mode de vie où non, c'est pas une obligation de manger tout le temps. Et il parle un peu du jeûne, justement, du fasting, et qui fait que parce qu'on est addict au sucre, donc le sucre est devenu comme la cocaïne, on a une impression qu'on est obligé de manger tout le temps parce qu'on a besoin de notre dose de sucre. Et quand je parle de sucre, vous avez vu la vidéo sur la perte de poids, je parle pas juste du fait de manger du sucre ou alors d'aller au McDo ou de boire des coca, je parle vraiment du sucre dans tout ce qu'on utilise en général. Vous allez avoir, même si c'est pas écrit sucre ajouté, votre corps est tellement habitué à avoir des doses de sucre trop élevées dans le niveau quotidien qu'au final, on est tous addicts. Là, on est tous des junkies du sucre. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on vous dit, ce soir, par exemple, c'est pas obligé de manger, parce qu'au final, tu as quand même eu ton niveau de ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Mais parce qu'on est addict et parce qu'on a été aussi un petit peu matrixé par la société, notre cerveau est en stress. Et c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Au final, il va dire non, mais ça va, comment ça va pas se passer, comme ça, je vais pas manger. Et au final, vous créez aussi du stress. Ok, vous créez de la molécule qui n'est pas non plus très bonne dans votre organisme puisque vous vous stressez par rapport à la nourriture. Bref. Là n'est pas le sujet, je continue. Il va passer après en bien sûr parlant de l'exercice, le mode de vie, puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo, il dit clairement qu'avant on était très très actif, puisqu'on n'était pas sédentaire. Et la sédentarité, c'est ce qui tue, d'accord, en plus de la nourriture. Parce qu'on passe 7 heures assis sur une chaise, on ne bouge pas assez, en fait on est trop statique. Ce qui fait que on a de la cortisol, on a de la glycémie qui s'installe puisqu'elle n'est pas évacuée correctement. Et en plus de ça, comme on fait que de manger des choses qui ne sont pas adaptées, on a tous été victimes on n'a pas envie de cuisiner, on va acheter des plats déjà préfaits, on va faire réchauffer, vous allez acheter des choses qui sont pleines de sucre, pleines de sel. Voilà, vous allez vous prendre des trucs fast-food, c'est tout ça qui est dedans. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça, et je le répète, il le dit, ça a été prouvé, qu'on a des cas de cancer qui sont explosifs. Il y a des cancers partout. Le mode de vie y est pour quelque chose. C'est pas génétique, c'est vraiment le mode de vie et c'est métabolique, d'accord ? Et c'est ce que vous ingérez et comment vous vivez. Donc je vous passe sur le rôle de l'exercice parce que on l'a déjà vu sur la vidéo sur la perte de poids. On avance. D'accord, je vais aussi vous passer sur, parce qu'après il va parler du stress, de la malbouffe, des toxiques. Même si je pense que c'est important parce qu'il fait aussi le parallèle sur le sommeil, le fait qu'aujourd'hui on dort de moins en moins puisqu'on est tout le temps très stressé, on a beaucoup de choses qui cogitent dans notre tête. Donc le sommeil n'est pas réparateur, encore une fois qu'on mange trop de sucre et qu'on ne bouge pas assez. Bien sûr, il fait aussi un rapprochement sur les substances toxiques comme on a vu sur la première vidéo, les perturbateurs endocriniens, les microplastiques. Vous savez déjà, bien sûr, ça aussi, ça a son importance dans le développement des cancers dans la vie d'aujourd'hui. C'est le saupoudrage sur le gâteau. Je pense que j'avais presque même pas besoin d'en parler puisqu'on a vu avec le chlordécone sous nos latitudes, qui est un perturbateur endocrinien et qui a fait extrêmement de dégâts, qui a fait beaucoup de dégâts puisqu'aujourd'hui on subit la vague de cancer prostate et cancer du sein. Voilà. Donc, on avance. Which contains mitochondria, defective mitochondria, dysregulated cell growth. This has been seen over and over and over again. So just to summarize that, so if you take the tumor nucleus out of the cell and put it into a normal healthy cell, yes, everything's fine. Everything is fine. But if you take healthy cell nucleus and put it into a tumor cell, yeah, you still have the same dysregulated cell growth. Tumor growth. So which means that it's not the nucleus. Absolutely. It's something else. That's something else, and that's the mitochondria. And I told you, then you have cancer cells with no mutations. And then you have driver mutations in normal cells that never become cancer. You put all those things together, and you have to be a hopeless ideologue to think that cancer is a genetic disease. It's a silent assumption in the field that cancer is a genetic. Every textbook of biology, cell biology, and biochemistry, cancer is a genetic disease. Why hasn't people's opinions changed despite the evidence that you present? It's a very difficult thing. It goes back to when you have one theory replacing another theory. It's called paradigm shifts. And in history of science, paradigm shifts have been met with great resistance. The clearest one was the Copernican revolution, when for 1,800 years, astronomers in our
early astronomers thought the Earth was immovable in the center of the solar system. For 1,000, this was Claudius Ptolemy, Aristotle, and the Bible, and all these. Earth is immovable, and the sun and the moon and the planets all revolve around the Earth. 1,800 years. Even Copernicus was working with these mathematical formulations. As Kepler was being constantly confused until he said, what happens if we put the sun in the center of the solar system and consider the Earth as simply another planet? That would... Ok, là j'arrête parce que en fait ce monsieur, dès que tu lui poses une question, il va avoir dans tout un tas de métaphores et ça nous fait perdre du temps entre guillemets. Là, il lui pose la question en gros pourquoi rien ne change. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Je pense que vous voterez quand vous vous dites ouais ok, mais c'est bien beau de savoir tout ça. Hein, maintenant que tu nous as dit ça, tu sais ça, mais pourquoi rien ne change? Pourquoi on donne chaque année au Téléthon? Pourquoi on donne autant d'argent pour la lutte contre le cancer? Et pourtant ils savent. Normalement, hein, de ce qu'on comprend avec cette vidéo, ils savent ce qu'il faut faire, mais personne ne fait rien. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que il explique certaines révolutions, donc c'est pour ça qu'il met des métaphores, je vais vous épargner les détails, mais il explique que certaines révolutions, ça a pris du temps, en fait, avant que certaines, surtout les institutions, comprennent la logique derrière ça. Donc là, il dit qu'il y a une résistance institutionnelle, qu'il y a, je sais pas moi, des financements aussi qui sont orientés, voilà, vers le génétique, plutôt que d'avouer que, parce que vous l'avez bien compris, au début il le redit, dans les livres de biologie, dans les manuels, dans tout ce qui se passe un peu à l'école, voilà, quand vous apprenez, quand vous voulez vous intéresser à ce milieu-là, vous devenez docteur, etc., on va vous dire que le cancer est génétique. Alors que lui, dans sa thèse et dans sa théorie et dans tout ce qu'il défend, il dit que non. Comme on l'a vu depuis le début, là, vous savez que c'est métabolique. Métabolique, oui, métabolique, en tout cas. Ça n'a rien à voir avec le génétique, d'accord? Donc là, lui, il explique que les institutions, machin, ils sont plus axés sur financement orienté vers le génétique. Vous avez compris ce que je veux dire. Bon, là, d'accord, ça ne les intéresse pas forcément. Et il va le dire franchement à un moment donné dans la vidéo. Il va dire franchement que ça ne les intéresse pas parce que, et c'est là où on rentre dans les traitements actuels, donc on va parler de la chimiothérapie, etc. Je vais passer légèrement dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il va, après la chimio, il va faire un contre-pied et en expliquant que la chimiothérapie n'est pas une obligation. Et ce qu'il dit, c'est qu'en général, quand un malade de cancer va voir son docteur, et le docteur va en général tout de suite lui dire « Ok, il va falloir faire de la chimio ». Et nous, dans des gens qui sont à l'extérieur de ce monde-là, c'est vrai qu'on entend tout le temps « cancer égale chimiothérapie ». Ce qu'il explique, c'est que pas forcément, d'accord? Et qu'en final, les traitements actuels coûtent cher, surtout aux États-Unis, qu'il faut les financer. Et c'est peut-être pour ça que c'est un incitive, que ça les incite à pousser sur la chimiothérapie et pas d'autres alternatives qui coûteraient peut-être moins cher. Je n'en dirai pas plus, vous avez compris ce que je veux dire par là. Nous la savons. On continue, on va sauter, on va passer au traitement actuel, les limites et les dangers, puisque je pense que tout le monde a besoin de savoir, surtout si vous avez un membre de votre famille qui subit le cancer et à qui on a dit de faire de la chimio, etc. Je pense que cette partie va vous intéresser. The hospital industry is making enormous amounts of money. They're awarding. We get $7 billion a year for cancer research in the National Cancer Institute, awarding many, not all, many grants to looking for gene mutations and all this kind of stuff. And we have drugs that are extremely expensive based on a somatic mutation theory of cancer that are basically not dropping the death rate. As I said, while we're talking here, we're going to have 140 people dead from cancer. 1,700 people a year is getting worse and worse. As you said, we're always running for raising money for cancer research. Where's all that money going? What are you doing with all that money? No accountability. And then when you look at the scientific advisory committee of all these societies that you're running for, they all publish papers on cancer as a genetic disease. It's too hard for the field to accept at this point. It's too traumatic at what I'm saying. It's too disruptive to a massive industry at this time. They will come to gradually adjust to what I'm saying. It's just a matter of time because we cannot continue this trajectory. It's immoral what we're doing to some of these people. I read a stat that said the global incidence of early onset cancer increased by
roughly 80% between 1990 Yeah. and 2019. That's in the BMJ Oncology. Early onset of cancer is basically patients under the age of 50. And when I think about this, growing up in the UK, whenever there's a fun run, a charity race, a marathon, whatever it might be, cancer research gets the money. Yeah. And to hear that, there's been so much money invested in cancer research over the last couple of decades, but there's been an increase of 80% in early onset cancer in the same period. For me, I'm like, this research doesn't appear to be being very effective. Well, as I said, you got to find, what people don't do is they never ask, where's the research go? What kind of research, what are you doing? What is the research? It's the theory that drives the impetus to do research. Now, a lot of great stuff has been done on, keeping people alive that suffer from cancers, right? Because if you think about the probability of dying from a cancer, I'm assuming that has gone down. Yeah, to some extent it has. There's two ways of looking at it. It's called progression-free survival and overall survival. These are the terminologies that are used in the clinical world of cancer. They represent the approval of drugs through the Food and Drug Administration. If you have a drug that improves progression-free survival, progression-free means it looks like the drug is working on the tumor. Because, the tumor, you can see it gets bigger and bigger and more lethal and more lethal. And if I see it not growing nearly as much, I say, wow, look at it's slowing what we call traditional progression, okay? It's called progression-free survival. And then you have overall survival. So you have two ways to approve drugs mostly for cancer, right? How does it work on progression-free survival, and how does it work on overall survival? Well, they stopped looking at overall survival. Now somebody's going to bark and say, well, bottom line is mostly progression-free, which means that the patients, it looks like the tumor is being effectively managed, but they live only a couple of months longer than they would have if they didn't use this drug. So therefore, it's approved, and that as opposed to overall survival. You're only living you live 2.5 extra months. The tumor looked like it was managed pretty well, but your overall survival is this much, but you didn't see the tumor growing. We're going to approve that drug. So a lot of the new drugs that we're giving do a really good job at progression-free survival, but they do a horrible job in keeping people alive much longer, which ultimately is what you want to do. You want overall survival. Well, let me give you an example. Avastin, bevacizumab. This is an immoral drug that should never be used on people. It was blocked because it caused colon perforations in women with breast cancer. They still use it on brain cancer. And in the tumor, you get a tumor, you can see it with PET imaging, and you can, not so much PET, MRI and CAT scan, you can see it there. And it's looking there. Okay, you can see it. Now you give the patient Avastin, which is this anti-angiogenic drug. It's supposed to stop the abnormal blood vessels, right? They think that the angiogenesis blood vessels is driving the dysregulated growth. It's the fermentation that's driving the dysregulated growth, by the way. So all of a sudden you give the tumor kind of disappears. It doesn't look like it. Whoa, patient gets all excited. The physician looks and says, look at that, looks like you're doing well. What it does, what the drug does is it causes the tumors to permeate your entire brain, just like spreading it through your whole brain. You don't live any longer, but you had this progression-free. Look at the tumor. So the patient gets excited because it looks like the tumor's disappearing with this very expensive drug. But what it does is it almost guarantees that that patient will not survive because you spread the tumor cells through the whole brain. So this is why I call it an immoral kind of a thing. But chemotherapy and sort of these radiation therapies, they have proven to keep people alive who otherwise would have died, In right? some cases, it can, and that's another thing we have to look at. I work heavily in brain tumors and glioblastomas and things like that. When you irradiate somebody's brain who has one of these tumors, you free up massive amounts of glucose and glutamine in the microenvironment. And if you look at the survival, when we did looked at survival curves for glioblastoma throughout the world, it's unbelievable. You can't even design experiments so consistent how fast people will die. It's like all the different hospitals have the same survival. What are you doing? Well, we do chemo, we do surgical debulking, temozolomide, and we give steroids, which raise blood sugar, and we irradiate. We irradiate, everybody's dead. So not everybody, but 5-year survival is very, very low. 10-year survival is almost zero. But if you got a breast cancer,
Or if you got Now, this is brain cancer I'm talking Brain about. cancer, Now, right, this is freeing up. Now, yes, if you have a circumscribed tumor and it's not anywhere else, you can come in with a radiation or surgical procedure and essentially cure that patient. But if you have any level of spread or anything like this, that person now, and also if you're taking a toxic poison into your body, like red devil, doxorubicin, they call it red devil, your pee turns red, everything turns red. What is that? Is that chemotherapy? Yes, it's a chemotherapy to kill a small group of cells, or maybe a little bit of a spread. But your hair falls out, your body gets brutalized by this. And then if you survive the cancer, and many people do, we have millions and millions of cancer survivors on this planet, but many, many folks in that group suffer from the adverse effects of being poisoned or irradiated or surgically mutilated. I mean, they have to change their whole, and oftentimes the cancer comes back, or they die from cardiovascular disease, or they die from secondary adverse effects of being brutalized with medieval, I call it medieval approaches to this. Are you kidding me? What they're doing to cancer patients? So when we do metabolic therapy, we shrink the tumor down for sure. Then the surgeon. Ok, là on est sur une autre grosse partie. Donc vous voyez, en fait, il explique les problèmes qu'il voit avec que ça soit la chimiothérapie ou les médicaments ou autres. Alors là, dans cet exemple, il parle d'abord des cancers du cerveau, d'accord? Donc lui, il est spécialisé dans ça, hein, bien sûr, où il explique que la personne fait de la chimiothérapie, sauf que, ou alors non, avant de faire la chimiothérapie, elle prend la drogue que j'appelle, je crois, Avastin, ou d'autres, il y en a d'autres, hein, d'autres drogues, je ne sais pas en France, c'est ce qu'on donne. Et cette drogue-là, en fait, elle est très violente sur le corps, et c'est ce qui va se passer, c'est que ça va exploser les cellules un peu partout. Donc, quand tu le vois au PET scan, donc le scan pour le cerveau, on voit que la tumeur a presque disparu. Donc, le patient, il est super content. Le docteur, il est heureux parce que voilà, le patient, ben, il est content. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que les cellules sont allées se mettre un petit peu partout dans le cerveau. Et la finalité, c'est que le patient va quand même crever à un moment donné. Voilà. Il explique après donc Steven pose la question en disant oui, mais pour le reste des cancers, il dit la chimiothérapie peut être intéressante que si le cancer est bien, vous voyez là par exemple c'est un cancer qui est à ce niveau-là, bien, on sait où est-ce qu'il est, il s'est pas mélangé dans tout le corps. On sait que c'est ça, peut-être que la radiation, et maintenant il y a des nouvelles techniques où c'est vraiment de la radiation directe à l'endroit, pas pour tout le corps, vraiment à l'endroit, la radiation va pouvoir aider à diminuer encore plus la tumeur et pourquoi pas après opérer. Sauf que ce qu'il explique, c'est quand même violent, que c'est une technique assez médiévale et que en fait on brutalise le corps parce que même si on arrive à supprimer le cancer, la cellule cancéreuse, ce qui va se passer, c'est que cette violence-là, et j'ai déjà eu le temps de voir des personnes qui ont souffert d'un cancer du sein, qui ont fait de la chimiothérapie. Aujourd'hui, ils ont un bras énorme parce que ils ont des problèmes de lymphe, pardon. Ils sont gris parce que leur foie ne fonctionne pas non plus. Enfin voilà, ils ont eu beaucoup d'effets secondaires liés à la chimiothérapie. Et il explique que ça paraît peut-être bénéfique parce que pour certains, ça fonctionne, mais il y a une courbe, en fait, et c'est ce qu'il dit, sur les hôpitaux. La majorité des hôpitaux ont la même courbe, c'est-à-dire que les patients qui ont subi, on parle de quand même, je pense, de cancers qui sont quand même assez lourds, subi chimiothérapie, etc., et qu'on leur avait dit, voilà, le temps de survie ne dépasse pas 10 ans, parce que, déjà 5 ans, c'est très bas, parce que cette drogue-là vous crée d'autres problématiques, dont des problèmes cardio, enfin bref, tout ce qu'on vient de voir. Donc je trouve ça intéressant parce qu'on est encore bloqué dans l'idée, hein, là, bien sûr, que le cancer est génétique et pas métabolique. Donc là, maintenant, on va arriver vers la dernière partie. Il va nous montrer deux cas pratiques. Alors, un premier cas sur un chien et un deuxième cas sur un humain. De pourquoi, et c'est là qu'il embrayait, sur la thérapie métabolique, si je ne dis pas de bêtises, en quoi ça a fonctionné, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et qu'est-ce que ça pourrait donner à plus grande échelle. He sees it's smaller, fewer blood vessels because of the metabolic therapy, and we can take out a greater amount of this, and then we transition back to prevent this tumor from recurring. Metabolic therapy can be used to not only prevent the cancer,
but can also be used to treat the cancer. Now, let me tell you, most hospitals, suppose people say, well, I really want to do things to prevent cancer. Can I do standard of care before I have a tumor? What do you mean? You want to go into a major cancer clinic and have toxic doxorubicin and radiation to your body just in the event that you might get a cancer? This is absurd. But yet when you have cancer, that's what they do to you, right? But with metabolic therapy, you can use it as both a prevention and a treatment. It's just that with the treatment, we bring in some more drugs to target the glutamine. We don't do that on the prevention side. I was just looking at some stats as you were speaking around this 5-year survival rates of a variety of different cancers over time. And it does appear that survival rates of these cancers, from breast cancer to prostate cancer to lung cancer to leukemias and various melanomas, has improved since the 1970s. So the 1970s to the 1990s to the 2010s, there's been an improvement in the survival rate, which I guess is a credit to the research that's been done. What you're saying is that the treatments we have still today are horrific. Yeah, and the survivals are not that much greater. It's not like you're getting massively longer survivals. Yeah, I mean, and I have to preface that these stats might not be right because this is AI we're dealing with here. Yeah. But there's a 5%, for example, with breast cancer between the 1990s and 2010, there's just a 5% difference in overall survival. Okay, so your overall survival is 2.5 to 3 months greater. I don't actually have those stats in No, front but of me, that's the evidence, the papers that we're looking at. So how do we prevent this then? I'm 32 years old now. So I want to make sure that I live my life in such a way that I limit my chance of cancer. One of the things I always reflect on is the fact that many of the people that I know that have got cancer, breast cancer or other forms of cancer, appear to be remarkably healthy. Yeah, always at the beginning. They're not always, but many times the person comes in, geez, I just was diagnosed with cancer. I didn't know I had it. I didn't feel bad. And then all of a sudden you get treated and they look like death warmed over. But I'm saying, like, how can healthy people be getting cancer if there's this sort of central? Well, because as I said, and we're seeing this. I'm seeing it in my own. I'm getting more and more emails from young people in their 30s, late 20s, 30s, early 40s, like with colon cancer, breast cancer, and all these kinds of things. But look at our diet and lifestyle situation today. Those things that I'm talking about: lack of exercise, a lot of stress, poor sleep, bad food, all of this kind of stuff impacting parts of our bodies. So what do we do about it, though? Know about it. And then what do we do? So I know now. That's personal choice. I'm not here to take pieces and jelly donuts off the market, for sure, or breakfast cereal. I love that stuff too. But the question is, I don't eat it every day, and I know if I do, it'll kill me. So Je pense, avant de passer à ce que je vous disais avec le chien et compagnie là, vous voyez là, il pose une question très intéressante parce qu'il dit oui, mais si lui il a 32 ans, s'il a peur d'attraper le cancer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour ne pas l'attraper? Et ce qu'il dit, c'est qu'autour de lui, il y a des personnes qui sont en super forme, qui font du sport, qui font tout un tas de choses, et pourtant ces personnes-là, elles ont eu le cancer. Et ce qu'il dit, c'est que oui, alors la majorité sont toujours en bonne forme, sauf que des fois, tu te rends compte que pas tant. Et ce qu'il dit, c'est que tu peux checker en fait et c'est là où il va passer avec son cas, ses exemples. Il se mélange un petit peu, mais en gros, je vous fais la rapidité. Tu peux checker ton taux de glucose et de glutamine, je crois, ça s'appelle le GKI, glucose index, je sais pas quoi. En gros, c'est un test que certains athlètes commencent à prendre de plus en plus pour être sûr qu'ils sont dans une bonne bascule, c'est-à-dire que leur glucose n'est pas trop élevé. Je ne saurais vous allez faire vos recherches vous-même sur Google. J'ai pas trop compris, c'était quand même assez, voilà. En général, aux États-Unis, ils peuvent te fournir un kit. C'est comme les personnes qui, pour le diabète, pour vérifier, tu piques ton doigt, tu as une petite palette et puis ça te dit à quel niveau tu es. Puis après, si c'est plus, si c'est moins, etc. Bref, vous avez compris. En tout cas, vous pouvez tester votre taux pour savoir si vous êtes à risque ou pas. Bref. On passe je vais essayer d'avancer parce que là, il parle dans des délires. Je vais essayer de trouver la partie où il parle du chien et d'un ami à lui qui ont fait cette expérimentation. Donc là, le fait le métabolisme, là, le truc, comment on appelle ça, la méthode métabolique, voilà.
On va y arriver, on va y arriver. There's cancer in a dog. We got to have some veterinarian on here to validate, to make sure he's there. And he looked at the pictures, and we looked at all the thing. It disappeared. So what happened was the dog eventually died of heart disease at 15 and a half years of age. So essentially, that's the only, when people say, well, metabolic therapy cure cancer, I say metabolic therapy is never consider a cure for cancer. It's an effective, non-toxic management for cancer. But in the case of that dog, it appeared to work. It appeared to cure the dog. But that's the only one I'll say, oh, he's going to say cure cancer. No, that dog happened to he died from old age from a heart attack. And we did it with a brain tumor guy, Pablo Kelly, who just passed away, unfortunately, from a surgical, he had a major cerebral hemorrhage after his surgery from Devon, England. You know Devon, England? That's where I'm from. Are you from Devon? Yeah. Oh, wow. Well, Pablo was there. He just passed away, fortunately. We were talking to him the day before he passed away. Pablo Kelly. So he was from Devon, England, had a glioblastoma, which is the worst of the worst. They said, and he's all over your newspapers there in Devon. He was always sending me articles from England. Man that rejects standard of care. So he had this glioblastoma, and they took the tissue out. Which is brain cancer. Yeah, brain, the worst of the brain cancers, you know. They took the tumor out, and they said, it's inoperable. And but if you do radiation and chemo, you might live 9, maybe 12 months at the most. Well, Pablo came from a family of, like, we don't dabble in this kind of medicine. We're more holistic kind of people. So he emailed me, this was in 2014, and said, I want to try this metabolic thing. So he rejected chemo and radiation, and they said it wasn't surgically capable of being completely removed anyway. So he did this. I gave him the information that I give to everybody, and this was way back before we knew a lot of what we now know. And I said, this poor guy, he doesn't want, and they said, you're going to be dead. They browbeat him. They try to force him to put the radiation mask on. They hacked his beard off, all this kind of stuff, and he just jumped up. He said, I can't do this stuff. So he didn't take any steroids. He didn't take any radiation. He didn't take any chemo. He just did the metabolic therapy, and he's on English television or things with all of his paleo diet, which actually a very low carbohydrate diet. He had the avocados there. He had the fish oil there. He had this different stuff. 3 years go by. He emails me. I said, Jesus, Pablo, I thought you would have been dead. You're still alive? What's going on with that? So he calls me up and he says, I went in for a CAT scan the other day. Doctors are like still surprised that he's alive. And they said, this tumor is still there and it's growing. And they think they can cut it out now. So he was 3 years on just metabolic approach. He didn't take any glutamine inhibitors, which was really remarkable. So anyway, he asked me, and I have physician friends that are radiologists that can look at it. And we measured it when it was first diagnosed in 2014, and then we saw it did become a little bigger. So, now the surgeon said, I think I can get it. It looks more resectable. Here it was inoperable. Now it becomes resectable. So he took it out, and Pablo recovered really well. And the surgeon says, I think I got it all. Wow. So Pablo is measuring his glucose ketone index with our ketone monitor. So I had every day, sometimes 2 and 3, 5 years of data on Pablo Kelly. Can you believe this? So anyway, Pablo thinks he's cured because the surgeon, all of a sudden he goes back to his kind of weak ways, and you can see that his GKI goes up, and all of a sudden the tumor starts to show up again. Puts the fear of God back into him, goes back on a more restrict condition. Another 3 years goes by, and this time the tumor is growing slowly, very slow. Don't forget, glioblastomas kill you very quickly. With standard of care, you can barely get out of, at his age, if you can get 2 years, you're doing really good. So anyway, now he's 3, and he's got 6 years out, and he says, it's still back, he said, I got to go in. So this is second debulking. First debulking goes off, gets back on. Second debulking. So another 3 years goes by, he has a third debulking. Can you believe this? A third debulking? Debulking is the cutting the tumor out. It's the surgical removal of this tumor. But he's never had radiation or chemo or any of the kinds of what we call standards of care. Now he has, I talked to him a couple of weeks ago,
and he was doing really, really good. He had the third removal, and we were laughing with myself and Dr. Duryea and my associates. He says, "Yeah, can you imagine? I've had now 3 operations on a previously inoperable tumor." So we were saying, wow, they got that one wrong, didn't they, Pablo? And they kept wanting to irradiate him and do all this stuff. And he said, no, I'm going to keep doing this. And so we were speaking to him. Alors, vous l'avez vu, là on est presque sur la fin. Cette histoire est super intéressante, donc c'est la preuve. Alors, il y en a d'autres, hein, des cas comme ça, mais lui, il a suivi vraiment ce jeune homme. Donc, ce jeune homme était atteint d'une tumeur au cerveau. Alors, je ne sais plus, c'est glioblastoma, je ne sais plus. C'est l'une des plus difficiles, l'une des plus foudroyantes. En général, tu as cette tumeur, tu crèves, voilà. Et en fait, le jeune homme, il voulait l'irradier, il voulait lui faire de la chimiothérapie, pardon, je vais y arriver ce soir, de la chimiothérapie. Et au final, lui, il a refusé. Il s'est dit, bon, je vais suivre le paléo diet, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, que la diète qu'on suivait à l'époque des mammouths, d'accord. Et au final, la tumeur a commencé à régresser et il a pu être opéré. Avant, c'était pas du tout opérable. La deuxième fois, donc il a pu survivre déjà 3 ans. La deuxième fois, c'était opérable. Au final, le chirurgien lui a dit « Oui, c'est bon, je pense avoir tout enlevé ». On n'est jamais sûr hein, avec ce genre de choses, surtout le cerveau. Il y a toujours une petite partie qui peut s'être cachée quelque part. Donc le gars s'est dit eh ben, « C'est bon, je suis free, je vais vivre ma vie en mode local ». Le gars a commencé à flexer son corps et finalement, la tumeur est revenue. Voilà. Donc c'est un exemple aussi dans ce cas-là que vraiment l'environnement, ce que vous consommez, ce que vous faites agit énormément sur les cancers. Et là, il s'est dit, ah mais non, le truc est revenu sur moi, eh bien, je retourne à un train de vie plus strict. Et là, bam, la tumeur a un petit peu stagné. Il a pu être réopéré une deuxième fois pour enlever un autre 3 ans. Donc ça faisait 6 ans qu'il était en mode survivor. Enfin bref, qu'il a survécu quoi. Et je vous passe les détails. Il s'est fait opérer une 3e fois, donc ça faisait déjà 10 ans. Donc il a eu ce qu'il disait donc en 2014 jusqu'en 2024 et il n'est pas mort du cancer, il est mort pendant l'opération parce qu'il a eu une hémorragie qui s'est mal passée, enfin il y a quelque chose qui s'est mal passé et en fait il est mort d'une hémorragie mais pas du cancer. Donc au final si son opération s'était bien passée, il aurait été encore là pour témoigner du fait que malgré cette tumeur qui est l'une des tumeurs les plus foudroyantes, en suivant cette diète, il a pu avoir plus de chance. Alors, on arrive à la fin. Ce qu'il dit, ce n'est pas que sa façon, ce qu'il prône, là, c'est la science infuse. Lui, encore une fois, il dit, il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour vous dire quoi faire. C'est ce qui fait que de répéter. Il dit juste qu'il y a des éléments à faire, comme Pablo, le gars là dont on parlait, il checkait son GKI, donc son glucose ketone index, qui permettait de suivre s'il en avait trop ou pas, d'accord, la kétonine ou peu importe, qui lui permettait de rester dans la zone et donc d'être, on va dire, en bonne santé. Voilà, j'essaye de vous faire le truc le plus synthétiquement parlant. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez adapter déjà dans la vie de tous les jours. Après ça, il utilisait le fasting, il mangeait de façon zéro glucide pour entrer en cétose, en kétose, je ne sais pas comment il l'appelle. Bref, il y avait des choses à respecter pour vraiment être dans les meilleures des conditions pour ne pas que ces cellules se nourrissent de ce qu'on a vu au tout début. Je ferai une parenthèse sur le fait que ce n'est pas pour rien que dans certaines religions, à certaines périodes de l'année, il y a ce qu'on appelle le carême et le jeûne, d'accord? C'est à ce moment-là qu'en général, on ne mange pas, on laisse le corps se réparer, on se purifie. Ça fait partie de la spiritualité, ça fait partie des religions, ce n'est pas un hasard, d'accord? Comme on le voit, ce genre de pratique est quand même assez positif et assez intéressant dans les cas de cancer et dans les cas de réduction des cellules cancéreuses. Et je ferme toute cette parenthèse pour revenir au début de ma première phrase de tout à l'heure, c'est que lui ne dit pas que cette façon de faire va guérir du cancer.
Par contre, ce qu'il explique, c'est que cette façon de faire va permettre de réduire les cellules cancéreuses et à partir de là, ce sera plus facilement soit opérable, soit enlevable, soit gérable. Voilà, ce n'est pas la solution, l'ultime solution n'est pas tout le temps la chimiothérapie parce qu'on le sait et surtout sous nos latitudes, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux plantes, par exemple, en voulant trouver des solutions naturelles. Les plantes ne sont pas magiques, elles n'ont pas forcément ce pouvoir-là, surtout si à côté, vous ne changez pas vos habitudes et comme vous l'avez vu, vous ne changez pas votre régime alimentaire, on va dire, pour l'adapter à quelque chose de plus sain et donc nourrir les bonnes cellules de votre corps plutôt que les mauvaises. Je finirai à la fin de la vidéo, je ne veux pas vous mettre l'extrait, mais à la fin de la vidéo, c'est très intéressant parce que lui-même dit qu'il aime manger des donuts, il aime boire des cafés Dunkin' Donuts, il aime manger des trucs sucrés et qu'il n'est pas là pour dire oh là là, il faut tout arrêter d'un coup, il faut diaboliser tout et qu'il est parfait et qu'il faut suivre son exemple. Parce qu'il donnait l'exemple que si c'est un de ses 2 fils avait le cancer, qu'est-ce qu'il ferait? Et il explique qu'il leur donnerait exactement ce qu'il vient de donner dans ce podcast, dans ce moment d'échange, en disant voici les clés, voici ce que moi j'ai appris depuis que j'étudie tout ça, voici ce qui fonctionne, voici ce que j'ai remarqué, maintenant vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez manger des donuts tous les jours, mangez des donuts tous les jours, que bien vous fasse. Par contre, sachez qu'il y aura des répercussions sur le bien-être de votre corps et sur vos cellules et ça va encourager justement la prolifération de ces mauvaises cellules. Voilà. Maintenant, c'est le café s'azote-les. En gros, c'est ce que j'essaye de voilà, synthétiser ce qu'il voulait dire. Il dit aussi que le pouvoir revient à chacun et surtout à nous, et c'est aussi à nous en tant que personne, en fait, en tant que population, de faire changer les choses et de poser plus de questions et de demander, par exemple, où va l'argent? Ça, c'est intéressant. Où va l'argent pour la recherche pour le cancer? Et pourquoi on ne s'intéresse pas plus à ces façons un peu plus holistiques, on va dire, de soigner? Parce qu'il dit clairement, vous allez voir un docteur, vous allez lui dire, je veux faire le keto régime, je veux faire le paléo régime. Le docteur va vous dire, ah, c'est de la connerie. Irradie-toi avec de la chimiothérapie. Fous-toi malade, perds tes cheveux, vomis, mais au moins on te fait croire, entre guillemets, qu'il n'y a que ça comme solution, alors que non. Ces vidéos ne sont pas là pour dire « Ok, demain j'arrête ma chimiothérapie, j'abandonne tout et je vais me bouffer que des brocolis et des haricots verts ». Là n'est pas le sujet. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur quel est le régime, comment tu peux l'adapter. Ce sont des régimes qui sont à base je crois que c'est des huiles saturées, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vous avais fait une recherche un peu plus poussée sur le style en fait d'aliments qui seraient adaptés à nos latitudes et à quoi ça pourrait ressembler. Donc, par exemple, c'est des poissons gras, donc du thon, de la viande, des œufs, des avocats, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, des légumes verts, donc les choux, les épinards, les brocolis, les courgettes, des fromages, les noix, les graines avec modération. Et pour nous, à éviter, ce serait le riz, le pain, les pâtes, les pommes de terre, le sucre, le soda, les jus de fruits, les légumineuses, haricots, lentilles, les fruits sucrés, bananes, raisins, mangues. Ça, c'est des aliments à éviter. Bien sûr, pour nous, en fait, on va éviter, sous nos latitudes, on va éviter les bananes, les ignames, les patates douces parce que c'est trop riche en sucre. Le riz, le pain, la farine, les jus de fruits, les confitures, les sodas locaux. Les confitures locales, les haricots rouges, les pois, enfin toutes ces choses-là aussi sont à éviter. Encore une fois, ça c'est à prendre avec une pincée de sel, un grain de sel. Vous avez compris, vous faites attention, je ne suis pas nutritionniste. Aïe bon Dieu, aïe bon Dieu, yo coupé l'électricité dans les mains alors quoi? Nous allons coupure d'électricité quoi alors en live indirect, ne serait-ce pas le signe? Vous pensez bien que je vais finir cette vidéo? Non, là il est hors de question. Voilà, j'ai l'impression d'avoir la lampe de la BAC sur moi. Bref, voilà, je ne sais plus ce que je disais avant que ça coupe.
Oui, je vous disais que vous prenez ça avec un grain de sel. Je ne suis pas science infuse, d'accord? Vous irez chercher, vous irez faire vos recherches. Je vous invite aussi peut-être à vous faire accompagner par un nutritionniste. Si vous traversez ce genre d'épreuve, j'espère que des fois peut-être voir d'autres choses ou aller en parler à votre médecin, à votre chirurgien, votre docteur, peu importe qu'est-ce qui vous accompagne sur ce genre de sujet-là. N'allez pas faire des choix non plus radicaux en disant non, je ne veux pas ça. Vous pouvez essayer avant peut-être en parler, avant peut-être d'aller chercher de la chimio, aller voir quelles sont les alternatives. Voilà, ça peut être une solution. Le but, je le répète, de ces vidéos, je ne suis pas docteur, je vous retranscris ce qui se dit. Maintenant, si ça peut vous aider à avoir une vision autre et puis peut-être confronter des idées, etc. et peut-être trouver d'autres solutions, tant mieux. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Voilà. Vous savez déjà. Si cette vidéo vous a plu, malgré la coupure d'électricité, si cette vidéo vous a plu, petit pouce, vous savez, hein. Si vous n'êtes pas abonné, messieurs, dames, c'est le moment de vous abonner, hein, d'accord? Parce que mon lac travaille fort bazote, vous avez vu ça? Même avec coupure d'électricité, même avec moustique qui me tue, je suis là quand même. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve demain pour une nouvelle... pas demain. Je comprends pas, c'est le voisin d'électricité, j'ai pas d'électricité. Bref, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.